Voilà. Alors, le sujet de la conférence de ce soir est les zones habitables. Bon, alors, je vais vous présenter très succinctement le sujet de la conférence. Notre système solaire, c'est une étoile et 8 planètes principales. La Voie lactée, notre galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Alors, si on extrapole avec 8, ça fait 800 milliards de planètes autour de ces étoiles. Alors, les zones habitables sont en astronomie une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Qui dit zone habitable dit exoplanète. Donc détection de ces exoplanètes. Et je vais laisser la parole donc à Yann là, qui va nous présenter un sujet très intéressant. Merci. Merci Alain. Donc voilà, c'est parti. Alors donc, en fait, la présentation d'aujourd'hui va consister à vous expliquer ce qu'on entend exactement par zone habitable. Parce que la définition qu'il a donnée, elle va très bien, mais elle a ses limites. Elle a ses limites, notamment vis-à-vis, par rapport aux médias, par rapport à la réalité biologique des choses, etc., etc. Il y a plein de réalités différentes dans cette notion de zone habitable, et on va se regarder ça ensemble. Alors, où chercher les petits hommes verts? Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? Déjà, premier appel utile quand même, malgré la zone 51, etc., etc., pour le moment, aucune vie n'a jamais été trouvée ailleurs. Aucune vie extraterrestre n'a été attestée jusqu'ici. Donc là, déjà, on part d'une page blanche. Et c'est vraiment le problème de base, ça. On part d'une page blanche. Alors, on ne sait pas du coup si la Terre a trouvé une façon originale de faire de la vie, ou si la façon qu'elle a de faire de la vie se retrouve un peu de partout. Y a-t-il des vies radicalement différentes? Y a-t-il des vies ailleurs qui soient réellement semblables, comparables à celles qu'on a sur Terre? Donc ça fait partie de ce qu'on va regarder là, parce que y a tout un tas de conditions à rassembler pour faire de la vie. À cause du fait que la Terre est le seul endroit où on a trouvé de la vie jusqu'ici, alors je dis bien jusqu'ici, parce que ça peut changer assez vite, et il y a de bons candidats même dans le système solaire, les scientifiques sont condamnés à l'anthropocentrisme. Ah oui, depuis le début, on a toujours pris l'homme comme point central, et on a essayé de savoir, enfin au départ c'était un peu dogmatique, il y avait des questions de religion derrière, des choses comme ça. Et donc l'homme était placé au centre et la vie qu'il y avait autour était placée autour de lui. Et il était clair pour tout le monde que cette vie était pareille ailleurs, si jamais il y avait un ailleurs, si jamais il y avait de la vie sur cet ailleurs, etc., etc. On était parti sur cette idée-là. Puis petit à petit, avec Darwin, avec des choses comme ça, les gens ont fini par se dire que c'était peut-être radicalement différent. Ouais, c'est peut-être radicalement différent. Sauf que scientifiquement parlant, si c'est radicalement différent, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas comment l'appréhender. Le résultat des courses, c'est on est quand même obligé de se baser sur ce qui se passe sur Terre, sur ce qui se passe autour de nous, pour appréhender les questions liées à la vie. Premier constat au sujet de la vie sur Terre, c'est l'omniprésence de l'eau. L'eau a l'air d'être capitale. Sur Terre, il n'y a pas de vie sans eau. Alors, est-ce que ça, c'est universel? Y a-t-il de bonnes raisons de penser que c'est universel, ou que c'est simplement de chez nous, c'est comme ça, nous on a de l'eau, tant mieux, s'il n'y a pas d'eau ailleurs, peut-être qu'il peut y avoir de la vie quand même. L'eau, c'est vraiment le truc central, celui qu'on a identifié jusqu'ici. Après, il y a tout un tas d'autres paramètres qui sont susceptibles d'intervenir. Alors, les marées. Les marées, alors, bon évidemment, les marées telles que vous les connaissez, c'est ça. Un coup on a de la marée haute, un coup on a de la marée basse. C'est pas tout à fait la vraie définition des marées au sens astronomique du terme. Au sens astronomique du terme, une marée, c'est une force de déformation sur un objet. Je vous explique vaguement le principe.
il y a un objet massif du côté de par chez vous, et ici, il y a une planète, ou un satellite, parce que c'est ce qui se passe pour la Lune. Le côté qui est ici, de cette Lune ou de cette planète, est plus attiré que celui qui est là. Ça fait une force de traction. Et ça réchauffe l'objet, ça le déforme, etc., etc. Et petit à petit, à force de le déformer, ça le stabilise sur l'axe, et c'est pour ça que la Lune présente toujours la même face à la Terre. Et bien ce phénomène peut avoir une importance sur le développement de la vie. Et je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Donc là, on a la Lune. Alors, la tectonique des plaques. Donc ça, c'est ce petit schéma ici. Là, on a de l'énergie au centre de la Terre. Alors ça, c'est la radioactivité qui ramène des choses. Donc ça produit de la chaleur, ça arrive jusqu'à la surface, et cette énergie est disponible en surface. Est-ce que ça peut nous amener l'énergie qu'il faut pour faire de la vie? Est-ce qu'on peut s'en passer de cette énergie-là? Est-ce qu'on en a réellement besoin? Mystère pour le moment. La distance au Soleil, par contre, ça, on va s'y attarder franchement. Parce que quand une planète est trop loin de son étoile, elle ne reçoit pas assez d'énergie, tout est glacé et on laisse tomber. Si elle est trop près, tout s'enflamme et on laisse tomber aussi. Alors il y a une distance impeccable pour laquelle on a postulé pendant longtemps que c'était celle de la Terre par rapport au Soleil. Est-ce que ça c'est pertinent? L'atmosphère. Alors l'atmosphère, c'est un vrai problème compliqué. L'atmosphère terrestre, elle va très bien pour nous. Mais ça ne veut pas dire que les autres planètes sur lesquelles il pourrait y avoir de la vie auraient une atmosphère strictement identique à celle de la Terre. Ça n'est pas certain du tout. Et la meilleure façon de s'en convaincre, c'est de se souvenir que l'atmosphère actuelle de la Terre, elle a été créée par la vie. Si on a aujourd'hui 21% d'oxygène, c'est parce que des bactéries ont créé une atmosphère d'oxygène il y a 2 milliards d'années sur notre planète. Avant, c'était autrement. L'atmosphère avait une autre composition. Ce qui veut dire que l'atmosphère, au moment de l'apparition de la vie sur Terre, était radicalement différente de l'atmosphère qu'on connaît aujourd'hui. Et cette atmosphère était aussi peut-être radicalement différente de celle qui a prévalu au moment de la naissance de la Terre. Tout a pu évoluer. Alors là-dessus, dans quoi on nage? Mystère. J'arrive au rôle central de l'eau. Alors, sur ce schéma ici, ce que vous avez, c'est le nombre atomique, c'est-à-dire en fait ici, les noyaux lourds, les noyaux les plus légers de l'univers. C'est ça. Donc là, c'est les atomes, voilà. Et là, vous avez leur abondance. Alors l'échelle est logarithmique. Ici, le silicium, il est basé à 1 million, voilà. Ici, c'est un 6, c'est peut-être pas très net. C'est un 6, c'est juste pour dire qu'il y a 6 zéros après le 1 pour le silicium qu'on prend comme base. Voilà, ça c'est le truc de ce schéma-là. Et là, on s'aperçoit que l'hydrogène, il a plus de 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 million d'atomes de silicium, il y a quelque chose comme une trentaine de milliards d'atomes d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène est beaucoup plus abondant. C'est l'élément le plus abondant de l'univers, celui-là, l'hydrogène. Et on remarque que le troisième, là, c'est l'oxygène. Donc là, la molécule d'eau, H2O, eh ben, c'est la combinaison entre le premier et le troisième atome le plus abondant dans l'univers. Le deuxième qui est là, l'hélium, lui réagit avec rien du tout. Il ne forme pas de molécules. La conséquence de tout ça, c'est qu'en dehors de faire du d'hydrogène, c'est-à-dire de coller 2 atomes d'hydrogène l'un avec l'autre, ça c'est la molécule la plus abondante de l'univers, et bien finalement, après, la façon la plus simple de combiner ces atomes, c'est de faire de l'eau. Et l'eau, de fait, on la retrouve un peu partout dans l'univers. D'abord, elle est extrêmement abondante, déjà, rien que dans le système solaire. Pour vous donner une idée, Europe, satellite de Jupiter,
contient 2 fois plus d'eau que la Terre. Alors nous, on apprend quand on est petit que la Terre, avec 71% de sa surface recouverte d'eau, et on a l'impression qu'il y en a énormément. Non, faut pas se laisser, faut pas se bercer d'illusions à ce sujet-là. La Terre, c'est un tas de nickel et de fer avec des silicates autour et puis quelques flaques à la surface qu'on appelle les océans. C'est juste ça. Mais la Terre est très sèche en réalité. Il y a très peu d'eau sur la Terre. Et il y en a 2 fois plus donc sur Europe, qui est pourtant de la taille de la Lune à peu près. On trouve facilement des objets qui sont pleins d'eau assez loin dans le système solaire. Du coup, cette eau, on la retrouve un peu de partout, je disais. On la retrouve par exemple dans les molécules, dans les nébuleuses, et dans tous les objets astronomiques, en fait, on en retrouve quasiment de partout. Voilà. L'eau, qu'est-ce qui la rend importante? C'est ses propriétés chimiques très amusantes. Voilà une expérience qui a été tentée, j'en reviens ici, et j'appuie sur le bon bouton. Une expérience amusante qui a été tentée là, une belle expérience de chimie qui consiste à prendre de l'eau en phase liquide. Alors là, malencontreusement, cette eau a été versée sur une solution d'éthanol et d'un phénylpropène. C'est juste pour donner du goût. Et vous avez lâché de l'eau en phase solide dessus, des glaçons. Et qu'est-ce que ça donne? Ça, le glaçon flotte. Ça a l'air idiot comme ça. C'est un truc fondamental. C'est un truc fondamental. L'eau, c'est la seule molécule qui a cette propriété-là. Quand vous le mettez en phase solide, il flotte sur la phase liquide. Il est moins dense en solide qu'en liquide. Et ça peut être important. Prenez une planète avec énormément d'eau et vous la lâchez dans l'espace. L'espace, c'est très froid. C'est très froid. Donc, à la surface, vous allez avoir une pellicule de glace qui va se former. Si jamais l'eau n'avait pas cette propriété particulière, le glaçon coulerait. C'est-à-dire que la croûte de glace qui se formerait à la surface aurait tendance à couler vers les profondeurs de la planète. Et très rapidement, vous vous retrouvez avec la glace. Au sommet, à la surface, vous avez que de l'eau liquide, et cette eau liquide, finalement, gèle, et ça continue le processus. Et on se retrouve avec une planète complètement glacée. Alors qu'avec ça, vous avez la pellicule de glace qui se forme à la surface, et qui va vous isoler l'eau liquide de l'espace et de son froid. Et donc, du coup, l'eau, elle va rester solide sous la glace. Ah! Voilà un bon moyen d'avoir de l'eau liquide à l'abri, et donc éventuellement, pourquoi pas, un moyen de faire de la vie. Autre propriété amusante, l'eau, elle est polarisée. Alors ça veut dire quoi exactement? En fait, les atomes d'oxygène dans l'eau, ils ont tendance à tirer vers eux les électrons, ceux qu'ils attrapent dans les atomes d'hydrogène. Ce qui fait que l'oxygène, il va être légèrement négatif, alors que du côté hydrogène, ce sera légèrement positif. Et quand c'est positif d'un côté, négatif de l'autre, ça s'attire. Donc les molécules ont tendance à s'aligner d'une certaine façon. Cet alignement, ce qu'il fait, en fait, c'est que il rend les molécules d'eau plus fortement liées les unes aux autres. Et donc l'eau s'évapore moins facilement. Ça a une influence sur ce qu'on va voir juste après, et qui est le diagramme de phase de l'eau que j'explique ensuite. L'eau, surtout, dissout quasiment tout. Ça, vous êtes tranquille, si vous laissez votre porte du garage sans mettre un isolant entre elle et l'eau qui va lui tomber dessus, et bien votre porte du garage va être rongée, vous allez vous retrouver avec de la rouille. Voilà, ça c'est un des pouvoirs de l'eau. Elle sait tout dissoudre, en particulier de la roche, ou de la matière organique. Si vous prenez votre planète de tout à l'heure, là, avec de la glace autour, et un noyau rocheux, et puis beaucoup d'eau,
bah, si le noyau rocheux est en contact avec l'eau, il va être rongé par l'eau. Ça va faire plein de petits trucs, de petites particules qui vont nager dans l'océan. Et là, vous avez de quoi nourrir des bestioles. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous ai promis le diagramme de phase. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer. Non, je ne vais pas tout vous expliquer, parce qu'il y a des choses très compliquées. Il est très complet, en fait, ce diagramme de phase, tel qu'il est mis là. Bon. Alors, en bas. En bas, vous avez la température. À partir du zéro absolu, et la température, ici, ça devient très chaud. On est à 350 degrés ici. Et là, on a la pression, de plus en plus élevée à mesure qu'on est vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire que ce diagramme? Dans toute la zone qui est en vert, par exemple ici, à 10 mégapascales de pression et à 100 degrés, on est liquide. L'eau est liquide. Ici, ah ben, on a des températures élevées, et surtout si on a des pressions faibles, on se retrouve avec de la vapeur. L'eau s'évapore. Et dans tout le reste ici, l'eau est solide. Voilà, voilà. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que cette zone verte-là, elle est très large. Et ça, c'est justement lié à cette histoire d'attirance des molécules les unes avec les autres, avec leur orientation. Elles se recollent un peu pour des raisons électriques. Ça vient de là. L'eau a un domaine où elle est liquide qui est assez large. Vous remarquerez par exemple qu'à la pression atmosphérique de Vénus, alors Vénus c'est 90 bars, c'est juste en dessous de cette ligne-là. Eh bien elle est liquide jusqu'ici, c'est-à-dire aux alentours de 300 degrés. Sur Vénus, on pourrait avoir de l'eau jusqu'à 300 degrés. Alors le hic, c'est que sur Vénus, il fait plus chaud que ça encore. Alors, est-ce qu'on peut trouver d'autres molécules qui pourraient avoir des propriétés comparables à celles de l'eau? À ce moment-là, on pourrait se retrouver avec des poissons qui nageraient dans autre chose. Ben oui, on peut trouver des choses. Il y a l'ammoniac. L'ammoniac, c'est sympa. Lui aussi, comme vous le voyez là, eh ben, il y a un côté qui est négatif et un côté qui est positif. Donc lui aussi peut s'orienter de la même façon que l'eau, mais il le fait de manière moins efficace. Alors c'est un excellent solvant aussi, quoique un peu moins bon que l'eau, encore une fois. Et lui aussi est formé d'éléments abondants dans l'univers. Je ne vous ai pas montré l'azote où il était tout à l'heure, mais il est classé 5e. Il y a le carbone qui est entre les deux. Donc voilà, on a des éléments qui sont fréquents, on les colle entre eux, on obtient une molécule qui est sympa. Bon, ouais, d'accord. Enfin, le hic, c'est que le domaine dans lequel l'ammoniac est liquide est moins vaste que pour l'eau. Et par exemple, il est liquide de moins 77 à moins 33 degrés à la pression atmosphérique. Alors, ça veut dire que trouver de l'eau, trouver de la vie sur une planète où il y aurait des océans d'ammoniac, ce serait pas injouable. Ce serait pas injouable. Mais ça paraît quand même un peu plus compliqué à obtenir que de la vie à partir d'eau. Et c'est la raison pour laquelle les chercheurs, eux, ils restent sur l'idée centrale de l'eau. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Un, il y a ces raisons objectives que je viens de vous expliquer. Et puis deux, il y a un truc fondamental pour les chercheurs. C'est que s'ils veulent faire de la recherche, il leur faut des sous. S'ils veulent avoir des sous, il va falloir qu'ils arrivent à convaincre des gens qui ne connaissent absolument rien à la science de lâcher les sous. Et les décideurs, il leur faut des trucs solides. Alors tant qu'on leur dit « je veux aller chercher de la vie sur des planètes pleines d'ammoniac », mec, ouais, c'est ça, c'est bien. Imaginez le gars en cravate au Congrès américain auquel on pose la question. Bah non, ça va pas trop marcher. Alors qu'à côté de ça, si le gars il arrive et qu'il dit « j'ai trouvé une planète autour de laquelle il y a de l'eau, je voudrais bien vérifier s'il y a de la vie dessus », waouh, ça c'est cool. Et il lâche le bol. En gros, ça se passe comme ça. À chaque fois que vous entendrez parler d'une nouvelle planète très semblable à la Terre, etc., dans les médias, sachez qu'il y a ce phénomène derrière.
il y a ce côté, je sensationnalise un peu pour attirer les crédits dans mes recherches. Les chercheurs, ils ont ça en tête. Bon, alors, reste qu'il faut quand même arriver à trouver de la vie dans un endroit où il y a de l'eau, et c'est déjà pas simple. C'est déjà pas simple. Alors comment on va faire? Comme on l'a vu dans le schéma de tout à l'heure, le diagramme de phase, on a besoin, pour savoir s'il y a de l'eau liquide à un endroit, de connaître la pression à cet endroit-là, et de connaître sa température. C'est pas forcément facile. Mais il y a des choses qui sont faisables. La pression, c'est très dur. Parce qu'alors là, il faudrait vraiment avoir des données précises sur l'atmosphère des planètes, etc., etc. Sonder l'atmosphère d'une planète qui se trouverait à 1500 années-lumière et que de toute façon, quels que soient les télescopes qu'on a, on n'arrivera pas à la voir, eh ben, c'est pas facile. Par contre, la température, c'est assez facile. Si parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont fait un petit peu de science, je dirais à bac plus 2, quelque chose comme ça, les calculs sont faciles à reproduire. Alors, la luminosité. Pardon. Faut pas que je vous gros bouton, quoi. Alors, la luminosité de l'étoile, c'est très facile à obtenir. Bon, quand on connaît sa distance, on mesure son éclat apparent, on obtient son éclat réel, et donc on en tire l'énergie qu'elle rayonne. Donc ça, c'est simple. La distance entre la planète et l'étoile, bon, là j'ai mis que c'était facile. On va partir du principe que par rapport au reste, c'est facile. En fait, c'est surtout à cette étape-là qui sont en ce moment les astronomes. Ils en sont là surtout. Trouver le plus possible de planètes et essayer de déterminer la distance à laquelle ils se trouvent. Pour ça, il faut connaître, par exemple, la masse de l'étoile, le temps que la planète met à en faire le tour, et là, on a la distance. Bref, c'est jouable. Et ça, quand on a l'énergie rayonnée par l'étoile et la distance qui sépare l'étoile et la planète, on peut calculer l'énergie qui arrive sur la planète. Cette énergie-là, il y en a de deux sortes. Et enfin, elle se divise en deux catégories. Celle qui va rebondir sur la planète et repartir directement dans l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle l'albédo. C'est la part d'énergie qui est rayonnée directement dans l'espace. Pour la Terre, c'est 39% dans le visible. Mais l'albédo, il est difficile à connaître. On ne le connaît pas à la base. Mais on peut l'imaginer, parce que déjà il ne peut pas dépasser 100%, c'est une évidence. La planète ne peut pas rayonner plus d'énergie qu'elle en reçoit. Et puis elle ne peut pas tout absorber non plus. Donc il y a une borne inférieure aussi. On sait à peu près que ça va se situer, on va dire, entre 20 et 60%. C'est à peu près ça, de renvoyer dans l'espace. Alors, une fois qu'on a obtenu cet albédo, qu'on en a une idée, qu'on sait quelle est l'énergie qui arrive jusqu'à la planète, qu'on sait ce qui est renvoyé, on sait ce qui est absorbé par la planète. Ça, jusque-là, on avance. Ensuite, la planète, quand elle reçoit de l'énergie, ça la réchauffe. Et comme ça la réchauffe, elle se met à rayonner. Et quand elle rayonne, eh ben, elle restitue de l'énergie vers l'espace. Et en fait, on obtient une situation d'équilibre. Pourquoi ? Tout simplement parce que si elle recevait plus d'énergie qu'elle en rayonnait, elle se réchaufferait, se mettrait à rayonner plus, et donc renverrait plus d'énergie vers l'espace. Donc il y a un équilibre qui se crée de lui-même. Voilà. On se retrouve avec une température d'équilibre, qui est relativement aisée à calculer. Alors on regarde ce que ça donne dans le système solaire. Voilà, pour Mercure, ça donne à peu près ce à quoi on s'attend. On fait le calcul, on mesure la température sur Mercure, on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup. Pour la Lune, c'est pareil. Pour Mars, ça ressemble aussi, etc., etc. Et puis, pour la Terre, le calcul, il donne moins 18 degrés. Par contre, il ne fait pas moins 18 degrés en moyenne sur Terre, il fait plus 15. Et bien, c'est 33 degrés d'écart que l'on voit matérialiser ici entre la Lune et la Terre. C'est l'effet c'est l'effet de serre, tout simplement. C'est l'effet de serre dû à notre atmosphère.
Elle conserve une certaine partie de l'énergie. Et vous remarquerez la position de Vénus. La plus basse température jamais relevée sur Vénus est de 446 degrés. Voilà, ça vous fixe le truc. Donc là, ouais, il y a un vrai effet de serre. Voilà, c'est 97% de gaz carbonique sur Vénus. Voilà pour tout le système solaire. Alors, pour ce qui est de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ça ne veut pas dire grand-chose de définir une température à la surface, parce que ces planètes étant gazeuses, elles n'ont pas réellement de surface. Voilà. Par contre, pour le reste, on s'aperçoit que, pour Mercure, on calcule 140, on trouve 140. Pour la Lune, moins 18, moins 18. Pour Mars, moins 61 calculé, moins 55 de température mesurée, et à 6 degrés d'écart, il y a une très fine atmosphère sur Mars. Elle est très fine, mais elle existe, et elle a un effet de serre. Et pour la Terre, voilà, on a les 33 degrés d'écart. Et pour Vénus, on en a 400, quoi. On a 400 degrés d'écart. Comment ça peut se passer ailleurs? Alors voici l'exemple d'une planète qui a été surnommée Isis par ses découvreurs. C'est c'est la première planète découverte autour de la 189 733e étoile du catalogue d'Henry Draper. Bon, je vous fais cette petite précision, parce qu'à chaque fois que vous allez entendre parler d'une planète, vous allez trouver un nom, un rallonge, des trucs absolument dégueulasses. Ça a toujours une signification, ces trucs-là. Bon, le catalogue d'Henry Draper, il a été fait à la fin du 19e siècle. Donc Isis, qu'est-ce qui lui arrive? Isis, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile orange, un peu plus petite que le Soleil. Et elle se trouve par contre nettement plus près de son étoile que ne l'est la Terre du Soleil. Et le résultat des comptes, c'est qu'il y fait très chaud, 1000 degrés en moyenne. C'est sympa, 1000 degrés. Alors, on étudie la planète. Spitzer trouve 700 degrés sur la face sombre et plus de 1000 sur la surface éclairée. En fait, c'est aux alentours de 1300 degrés sur la surface éclairée. Après, on étudie l'atmosphère. Comment fait-on ça? Quand la planète passe pile poil entre l'étoile et nous, ça change la lumière de l'étoile. Et c'est ça que les astronomes analysent. Et ils peuvent arriver à remonter à la composition atmosphérique d'une planète de cette façon-là, en analysant la lumière de l'étoile. Là, ils se sont rendus compte que la planète, elle possède un silicate de magnésium dans son atmosphère. Alors, en laboratoire, on regarde ce que fait ce silicate de magnésium. Et déjà, on constate qu'il est bleu, déjà. Et puis que, à 700 degrés, il est liquide. Et à 1300 degrés, il est gazeux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc-là, sur cette planète, ce silicate de magnésium est liquide côté nuit, gazeux côté jour. Qu'est-ce qui se passe? À la tombée de la nuit, il pleut du verre. Parce que le silicate de magnésium, c'est rien d'autre que du verre, en fait. Donc du coup, on se retrouve avec des pluies de verre fondu sur cette planète-là. Et puis on a constaté que le silicate de magnésium est bleu en laboratoire, et Hubble a confirmé, et il y a plusieurs sources, il y a Spitzer aussi, qui ont retrouvé donc cette couleur bleue dans la planète en étudiant la lumière qui est reçue de l'étoile. Alors bon, évidemment, une planète qui pleut du verre fondu, c'est pas l'idéal pour trouver de la vie. Figurez-vous que sur cette planète, on a quand même trouvé de l'eau. On a quand même trouvé de l'eau sur cette planète. Alors il reste à savoir, on trouve ça dans l'atmosphère, et il me paraît difficile de savoir à quelle altitude elle se trouve, parce que, évidemment, si on est très haut dans l'atmosphère, on aura peut-être... il fera peut-être moins chaud, plus haut. L'effet de serre, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, il y a de l'énergie qui arrive sur la planète, il y en a une partie qui rebondit sur l'atmosphère et qui part dans l'espace. Et puis il y en a une qui pénètre dans l'atmosphère, va rebondir sur le sol de la planète,
mais n'arrivera pas à repartir dans l'espace, il va être arrêté par l'atmosphère, et ça va rester là. C'est ça l'effet de serre. C'est ça. Et bien c'était cet effet de serre, vous voyez, ça fait comme ça. L'énergie rentre, et parfois, elle ne ressort pas. Cet effet de serre ajoute 33 degrés à la température de la Terre, 400 degrés à la température de Vénus. Donc là, vous pouvez voir que, il paraît très très compliqué de savoir quelle est l'intensité de l'effet de serre sur des planètes qu'on découvrirait. Donc là, c'est chaud. Difficile d'imaginer l'intensité de l'effet de serre. Alors, convention. Les températures sont calculées pour des planètes dont l'atmosphère est la même que celle de la Terre. Grosso modo, quand vous entendez dire à la télé qu'ils ont trouvé une planète et qui fait telle température dessus, c'est qu'ils ont fait un calcul comme celui que j'exposais et qu'ils ont ajouté 33 degrés pour voir ce que ça donnait. Alors évidemment, les 33 degrés, quand il s'agit de planètes où il fait 2000, ça ne change pas grand-chose, évidemment. Après, quand on s'attaque aux questions sur la vie, ça peut être fondamental. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'effet de serre ou pas? C'est la présence d'une atmosphère épaisse ou pas. Sur Mercure, alors Mercure, elle est là. Mercure, elle est là, il n'y a pas d'atmosphère. C'est ce qui explique que la température relevée réellement et la température calculée correspondent. D'ailleurs, il y a 140 degrés en moyenne, mais en fait, entre le côté jour et le côté nuit, ça n'a rien à voir. Voilà Vénus, qui est à peu près de la taille de la Terre. Ça, c'est en couleur visible. Elle, vous voyez que, on ne voit pas le sol. On ne voit pas le sol, tout ce qu'on voit, c'est des nuages. Alors, encore plus drôle, les nuages en question, c'est de l'acide sulfurique. D'accord. Mais il y a de l'eau aussi. Mars, qui est à peu près à la bonne échelle par rapport à Vénus, alors que Mercure est représentée trop grosse. Alors Mars, elle a une fine atmosphère. Et d'ailleurs, on voit ici, là, et là, on voit que c'est un peu nuageux. Ça, c'est autre chose, cette tache blanche. Ça, c'est une calotte glaciaire. Donc Mars, effectivement, il y a une atmosphère, mais le problème, c'est qu'elle est très fine. L'atmosphère de Mars a quasiment été soufflée. Et plus loin, on trouve des géantes que j'ai qualifiées d'atmosphériques. Alors évidemment, Jupiter, quand je dis qu'elle est géante, c'est une vraie géante. C'est beaucoup plus gros. C'est-à-dire que là, en fait, Vénus, elle rentre dans la tache rouge. Elle est beaucoup plus grosse. Et je disais à propos de Mars qu'elle s'était fait souffler son atmosphère. Alors pourquoi? Eh bien déjà, il faut savoir que les étoiles soufflent. Ça, c'est ici, là, quelque part, caché là-dedans. Eta Carinae, c'est une des étoiles les plus grosses de la galaxie. Pour le moment, on considère que c'est l'étoile la plus grosse de la galaxie. Encore à battre, à voir. Cette étoile-là, en fait, est tellement grosse, elle crache tellement d'énergie que, en fait, ses couches externes sont vaporisées par son propre souffle. Et c'est ce qui nous donne ces espèces de grandes volutes. Voilà, voilà. Donc ça illustre bien la puissance avec laquelle une étoile peut cracher son énergie vers l'extérieur, cracher des particules. Vous avez déjà entendu parler de ces fameux orages magnétiques, quand le Soleil a des éruptions. C'est lié à ça. Donc, quand une planète est trop légère, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas assez. Elle n'a pas une pesanteur suffisante pour retenir les molécules qui sont poussées par l'étoile. Et donc, à ce moment-là, la molécule, elle s'en va dans l'espace, ce qui veut dire que l'atmosphère s'évapore. Et on se retrouve avec une planète sans atmosphère. Si la planète est trop près de l'étoile, on décuple ce problème-là. Parce que là, elle est encore plus près de la source qui crache, on n'y arrive pas. Il faut être encore plus gros quand on est très proche. Le problème, c'est que l'eau est une molécule légère. Donc elle est poussée très facilement par le rayonnement de l'étoile. Très facilement. Et dans le cas du Soleil, l'eau, elle est poussée au-delà de ce qu'on appelle la ligne des neiges, qui se trouve à peu près à 400 millions de kilomètres du Soleil. Pour rappel, la Terre est à 150 millions. Donc en clair, il n'y a pas d'eau sur Terre. En clair. C'est ce que j'expliquais en fait au départ, il y a peu d'eau.
problème, c'est qu'il faut être près de l'étoile pour que l'eau puisse être pour que la planète puisse être suffisamment chaude pour que l'eau soit liquide. Ça, c'est contradictoire. D'un côté, il faut être à au moins 400 millions de kilomètres pour arriver à récupérer de l'eau, sans se la faire souffler par l'étoile. Et de l'autre côté, il faut être à 150 millions, grosso modo, pour avoir de l'eau liquide. Alors on fait comment ? Pour le moment, tout ça, c'est encore assez flou pour les astronomes. Et il y a juste quelques petites choses qui sont quelques petites pistes de recherche qui sont les suivantes. C'est qu'il y a des mécanismes pour rendre ça possible. Il y a de l'eau sur Terre, c'est un constat. Donc, on a réussi à récupérer de l'eau liquide au-delà de la ligne des neiges, par exemple. Ou alors, on n'a pas bien compris comment le Soleil souffle au début de sa vie, à quelle vitesse la Terre s'est formée, etc., etc. L'émigration planétaire. Imaginez, par exemple, que la Terre se soit formée à plus de 400 millions de kilomètres et récupéré de l'eau comme ça, et se soit rapprochée ensuite à une époque où le Soleil s'était un peu calmé par rapport au début de sa vie. Alors c'est pas ce qui s'est produit, mais c'est quand même une piste envisageable. C'est quand même une piste envisageable. Voici ce que dit, alors ça se voit pas bien, c'est ce que dit le modèle de Nice, qui a été développé donc à l'Observatoire de Nice. C'est comment se sont bougées les planètes au cours des premiers millions d'années, les premières dizaines de millions d'années de la vie du système solaire. Jupiter s'est formé beaucoup plus près qu'on le croit. Beaucoup plus près qu'elle l'est maintenant. Presque 2 fois plus près. Et elle s'est rapprochée à peu près à la distance où se trouve Mars maintenant. Et là, à ce moment-là, elle est rentrée en résonance avec Saturne, et donc elle a été réexpulsée vers l'extérieur. Mais ce petit voyage de Jupiter vers l'intérieur du système solaire a complètement bouleversé les astéroïdes qu'il y avait dans le coin. Tout ça, c'est parti dans tous les sens. Un certain nombre d'astéroïdes sont venus percuter la Terre. Et si ces astéroïdes avaient apporté l'eau ? Ça fait partie des possibilités aussi. On a les astéroïdes, on a des comètes, on a des choses comme ça qui ont percuté la Terre, c'est une certitude. On en trouve plein de preuves sur la Lune, qui est complètement cratérisée. Et tout cela fait qu'on a peut-être obtenu notre eau comme ça. Dans le système solaire, on est sûr que les planètes ont bougé. Et comment on en est sûr ? Parce que, bon là, je fais le raisonnement dans l'autre sens, donc ça peut arriver dans d'autres systèmes. En réalité, pour les astronomes, ça s'est passé dans l'autre sens. Ils ont trouvé des planètes géantes très près des étoiles, elles n'auraient pas dû être là. La seule explication possible, c'est qu'elles se sont rapprochées, et c'est ce qui a fait tilter les astronomes, et ils se sont dit, et si c'était passé un truc comme ça dans le système solaire ? C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est donc l'étude des planètes extrasolaires qui a permis d'avancer sur la connaissance de l'histoire de notre système. Donc, en théorie, il est parfaitement possible qu'une planète aille récupérer de l'eau ailleurs puis se rapproche, ou alors se fasse percuter par un objet riche en eau. Alors, pour en revenir à ce problème d'atmosphère, il faut pouvoir la garder. Et pour ça, il y a un certain nombre de solutions. La première, c'est d'être suffisamment lourde pour garder les molécules d'eau qui sont trop légères. Sinon, si on est trop lourde, on devient une géante gazeuse. Ça, c'est pas bon non plus. Enfin, pour la vie, les géantes gazeuses, c'est pas vraiment l'hypothèse privilégiée, on va dire. Avoir un champ magnétique puissant, ça peut être utile. Le Soleil crache, mais si le champ magnétique est puissant, ça fait un bouclier. Et le Soleil crache pour rien. C'est-à-dire que ces particules n'arrivent pas jusqu'à la planète. Et donc, à ce moment-là, la planète peut garder ses molécules légères dans l'eau. Il faut être loin de l'étoile, suffisamment, pour ne pas être trop exposé à ce souffle. Mais de la même façon, si on se met trop loin, il fait trop froid, et l'eau ne peut plus être liquide, et ça ne marche plus. Alors, compte tenu de tous de ces 3 points principaux là, est-ce que la Terre est la bonne planète sur laquelle développer de la vie ? Eh bien, plus les chercheurs avancent, et plus ils se disent que c'est peut-être pas le cas en fait. C'est peut-être pas le cas.
Il y a un certain nombre d'études qui nous expliquent maintenant qu'une planète un peu plus grosse que la Terre, elle serait peut-être mieux. Elle arriverait plus facilement à conserver un champ magnétique puissant, elle arriverait peut-être plus facilement à garder ses molécules d'eau. C'est peut-être mieux d'avoir une planète un peu plus grosse. Alors après, cette planète, il faut la placer autour d'une étoile. Et l'étoile, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Alors, convention pratique, voilà. Pour définir la zone habitable, ce que les astronomes, dans leur, on va dire dans leur communication, quand ils sont avec les médias, ce qu'ils appellent une planète, une zone, et la zone habitable, c'est la zone dans laquelle ils estiment qu'une planète qui aurait exactement la même masse et la même composition atmosphérique que la Terre aurait de l'eau liquide. Alors voilà les résultats de cette zone habitable par une équipe, alors d'une équipe à l'autre, et vous le verrez dans les schémas qu'il va y avoir tout à l'heure, les résultats ne sont pas les mêmes sur la position de la zone habitable. C'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est les résultats de casting au 88 qui placent la limite inférieure à 0,95 unités astronomiques, c'est-à-dire un petit peu plus près du Soleil que ce qu'on est pour le moment. Il faudrait qu'on se rapproche de 7-8 millions de kilomètres à peu près pour se retrouver du mauvais côté de la limite. Et puis la limite extérieure se situe 2 fois plus loin que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire environ 300 millions de kilomètres. Si la Terre se rapprochait à moins de 0,95 unités astronomiques, c'est-à-dire franchissait cette limite aux alentours de 140 millions de kilomètres, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, Runaway Greenhouse, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'augmentation de la température, due au fait qu'on se rapprocherait un peu du Soleil, ferait que un peu d'eau partirait dans l'atmosphère et s'évaporerait. Un petit peu de l'eau de nos océans. Et il faut savoir que l'eau est beaucoup plus puissante, comme le gaz à effet de serre, que le gaz carbonique. En fait, c'est même le gaz à effet de serre principal de l'atmosphère terrestre. C'est pas le gaz carbonique, c'est l'eau. Ça, c'est un truc qui peut surprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation d'équilibre pour l'eau, nous, pour le moment. Donc, du coup, on s'intéresse au deuxième plus puissant, à savoir le gaz carbonique. Mais en fait, si la Terre s'approchait à moins de 0,95, avec cet océan qui commencerait à s'évaporer, ça ferait plus d'eau dans l'atmosphère, donc un effet de serre plus grand, et le processus s'emballe. Et là, en quelques milliers d'années, tous les océans s'évaporent. Et c'est fini. Enfin, c'en est fini de la vie telle qu'on la connaît pour le moment sur notre planète. Alors, le bilan. Il faut une planète assez grosse, avec un bon champ magnétique, de l'énergie disponible en surface, d'une manière ou d'une autre, une composition atmosphérique adéquate, et puis tout ça, cette planète, il faut la mettre à la bonne distance de son étoile. Et c'est quoi la bonne distance de son étoile? Ben évidemment, ça dépend de l'étoile, et notamment de sa puissance. Il y a plusieurs cas, plusieurs types d'étoiles, autour desquels on peut essayer de voir s'il y a une bonne distance qui va bien. Ça, les naines brunes, alors c'est des objets qui sont intermédiaires, on va dire, entre les étoiles et les planètes. Elles ne sont pas vraiment des étoiles, vous voyez. Ça, c'est une naine brune. Ça, c'est une petite étoile. Ça, c'est le Soleil. Et ça, c'est Jupiter et la Terre, à la même échelle. Pour vous situer à peu près comment ça se présente. Alors, comme ces objets sont très faibles, les naines brunes, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus près pour réussir à avoir la même énergie. Il faut être beaucoup plus près. Le problème, c'est que, au bout d'un moment, à force d'être près, on se retrouve très sujet à ces problèmes de marée dont je vous parlais dès le départ. Vous vous retrouvez avec une planète très proche d'un objet massif. Donc elle se retrouve déformée par la marée, et donc on se retrouve avec avec la planète qui présente toujours la même face à son étoile. Donc sur la planète, il y aura un côté jour, un côté nuit. Est-ce que ça c'est bon pour la vie? Ça paraît pas l'idéal en tout cas.
Ça peut poser des gros problèmes parce qu'on peut se retrouver avec une phase trop chaude et une phase trop froide. Tout simplement. Encore pire, les naines brunes, elles s'affaiblissent au cours du temps. Donc il faut se rapprocher au fur et à mesure du temps. Pour que la planète puisse conserver de la vie, il faudrait qu'elle se rapproche de son étoile. Bon, ça c'est pas gagné non plus déjà. Et en plus, au bout d'un moment, à force de se rapprocher, elle finirait par franchir la limite de Roche. Alors la limite de Roche, ça c'est un mathématicien français du 18e qui a fait des calculs là-dessus. Au bout d'un moment, quand on se rapproche trop, les effets de marée deviennent tellement forts, le côté avant devient plus attiré de manière très forte par rapport au côté arrière, et ça finit par déchirer la planète. Et on se retrouve avec des anneaux de Saturne. C'est par exemple ce phénomène-là. Donc là, à partir du moment où on se retrouve avec... Parce que là, ici, vous voyez, c'est le temps qui s'écoule. Et ça, ici, on a 1 milliard d'années. On a une naine brune, et la position de la zone habitable en fonction de la distance, vous voyez. Ça, c'est la distance. Comme elle faiblit, la zone habitable se rapproche de l'étoile, de la naine brune. Et au bout d'un moment, cette zone habitable se retrouve à l'intérieur de la limite de Roche. C'est-à-dire que très rapidement, au bout d'1 milliard d'années, autour de cet exemple de naine brune, eh ben, la planète, pour arriver à avoir suffisamment d'énergie pour arriver à héberger de la vie, il faudrait qu'elle se rapproche tellement qu'elle éclaterait à cause des effets de marée. Bon. Au revoir les naines brunes. Il y a le cas contraire, le cas des étoiles très chaudes. Alors les étoiles très chaudes, très grosses, elles ont l'avantage d'avoir un plus gros réservoir. Quand vous arrivez avec votre petite Twingo, qui consomme 4 litres au 100, et que vous avez un réservoir de 40 litres, eh ben vous faites 1000 km avec, donc c'est bien. Maintenant, vous prenez votre Ferrari. Alors c'est bien, le Ferrari, c'est un réservoir de 100 litres. C'est bien, vous pouvez aller loin avec ça. Ben non, vous n'irez pas loin parce que vous allez consommer 25 litres au 100 et donc vous allez faire 400 km avec. Vous voyez, le principe est le même pour ces étoiles-là. En fait, elles sont grosses, mais elles consomment leur énergie tellement plus rapidement qu'elles ont une durée de vie plus courte. Mais nettement plus courte. Nettement plus courte. La durée de vie d'une étoile est inversement proportionnelle à la puissance 2,3 de sa masse. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire grosso modo qu'une étoile qui aurait 10 fois la masse du Soleil aurait une vie 10 puissance 2,3, c'est-à-dire à peu près 200 fois plus courte que la vie du Soleil. 200 fois plus courte. Ça veut dire une vie de 50 millions d'années. Et on estime justement que 50 millions d'années, c'est le temps qu'il a fallu aux planètes de notre système solaire pour se former autour du Soleil. Donc là, on se retrouve dans le cas d'étoiles qui sont capables de faire tout leur cycle de vie avant même que des planètes naissent autour d'elles. Ça pose problème aussi. Encore plus drôle, elles peuvent exploser en supernova. Une étoile de 10 masses solaires, elle explose à la fin de sa vie. Alors, il faut donc une durée de vie minimale si on veut arriver à faire de la vie dessus. Si on se prend, par exemple, et ça on va dire c'est purement conventionnel, ça c'est un truc fait à l'arrache, on prend 1 milliard d'années comme durée de vie, et ben on se retrouve avec un plafonnement de la masse des étoiles à 2,7 fois le Soleil. Voilà, en gros, à peu près ce que ça donne. Donc on ne peut pas prendre des étoiles trop grosses. Les géantes rouges. Alors là, il faut que je vous parle un petit peu de comment vit une étoile. Au départ, une étoile, elle fusionne de l'hydrogène et elle transforme ça en hélium. Pendant cette période-là, l'étoile est très stable. En fait, ce qui se passe, c'est que transformer de l'hydrogène en hélium, même avec peu d'hydrogène, ça vous fait beaucoup d'énergie. Donc comment je vais vous dire ça? Une étoile, en fait, vous avez une grosse bulle de gaz qui s'effondre sous son propre poids. Et à l'intérieur, vous avez un cœur dans lequel il y a des explosions thermonucléaires. Et vous avez cette explosion qui est juste contenue par le poids de l'étoile. Et ça nous donne un équilibre. C'est ce qui arrive au Soleil.
au centre du Soleil, il fait 15 millions de degrés. Avec 15 millions de degrés, il fait suffisamment chaud pour que les atomes d'hydrogène se collent les uns aux autres pour fabriquer de l'hélium. Et ça marche comme ça. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment où il n'y a plus assez d'hydrogène à l'intérieur, dans le cœur de l'étoile. Et donc, à ce moment-là, on passe à une autre étape. Quand il n'y a plus d'hydrogène, on se retrouve donc avec plus assez d'énergie qui est produite. On se retrouve avec l'effondrement à cause du poids de l'étoile qui va augmenter encore la pression et la température au centre. Ça va atteindre un certain seuil, à partir duquel l'hélium va commencer à fabriquer du carbone, et puis il va y avoir à ce moment-là la formation d'azote, d'oxygène, d'éléments plus lourds. Sauf que ce processus-là produit moins d'énergie. Donc ça va plus vite après pour cette phase-là. Comme ça produit moins d'énergie, mais qu'il en faut toujours autant globalement pour arriver à maintenir l'étoile, et bien ça veut dire qu'il faut en faire plus vite. Et c'est ce qui fait que les étoiles passent beaucoup moins de temps en phase géante rouge qu'en phase de séquence principale. Une géante rouge, c'est une étoile qui est passée à fusionner de l'hélium, du carbone, des choses comme ça. Et donc du coup, ce sont des étoiles qui vont durer pas très très longtemps. Voilà ce qui se passe, un cœur, avec du carbone, de l'oxygène, des choses comme ça, des températures très très élevées. Et puis là, une enveloppe très très grosse, avec une surface pas très chaude. Et c'est pour ça qu'elles apparaissent rouges. Et là, ici, pour donner l'échelle, la Terre, augmentée 200 fois. Le problème, je vous disais, ça va aller plus vite, cette phase-là. Pour le Soleil, par exemple, ça va durer grosso modo 1 milliard d'années. Ça commence à être un peu limite, 1 milliard d'années en géante rouge. Pour faire de la vie, c'est compliqué. C'est un peu court. Alors, donc, on a éliminé les étoiles très petites. On a éliminé les étoiles très grosses. Ça veut dire qu'il nous faut des étoiles plutôt petites ou moyennes, pas géantes. Il faut donc qu'elles soient dans la séquence principale. Alors voilà, ce truc-là, ça s'appelle un diagramme Aspen-Russell. Et ce truc, qu'est-ce que ça dit? Ici, vous avez des étoiles chaudes, et là, vous avez des étoiles froides. En bas, vous avez des étoiles qui brillent très peu, et là, vous avez des étoiles qui brillent beaucoup. Grosso modo, les étoiles s'organisent selon un certain nombre de petits traits, comme ça. Cette ligne ici, là, c'est les géantes, là, et la séquence principale, elle est ici. Si on prend des étoiles trop chaudes, celles qui se situent à gauche, et bien à ce moment-là, celles-ci n'ont pas une vie suffisamment longue pour qu'on puisse développer de la vie autour. Il reste à savoir ce qui se passe avec les étoiles froides. Celles-ci, quand elles sont trop petites, j'ai dit tout à l'heure, les naines rouges, les naines brunes, ça passe pas. Même pour les naines rouges, on va voir le même genre de phénomène. Petit rappel, le Soleil, il est de type G, c'est-à-dire qu'il se trouve ici, grosso modo au milieu. Lui, il a l'air d'être pas mal. Voilà. Les naines rouges, elles posent souci. Alors déjà, pendant leur jeunesse, elles crachent beaucoup de rayons X. C'est pas l'idéal pour faire de la vie. Au contraire, on peut très bien se servir de rayons X pour éradiquer la vie de certains trucs. On peut stériliser de la bouffe comme ça. Ensuite, les étoiles, trop petites, on va dire, en gros plus petites que la moitié du Soleil. Qu'est-ce que ça donne? La moitié du Soleil, c'est là. Ce petit schéma-là, il vous explique en fait 1, 2, 3, 4, 5, plop, 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 j'arrive ici. Grosso modo, 90% des étoiles sont plus petites que la moitié du Soleil. Déjà. Donc là, on est en train d'examiner le cas de 90% des étoiles. Qu'est-ce qui se passe avec ces étoiles-là? Eh bien, avec ces étoiles-là, on a un problème. On a un problème qui est matérialisé par ce petit trait-là. Ça, c'est la zone habitable en fonction donc, de la masse de l'étoile. Plus l'étoile est petite, plus la zone habitable est près, et on arrive à un moment à être tellement près que la planète met moins d'1 milliard d'années à présenter toujours la même face à l'étoile. Donc là, ça veut dire que
toutes les étoiles de type, toutes les planètes situées en zone habitable autour d'une étoile de type M mettra moins d'1 milliard d'années à présenter la même face à sa planète, et là à son étoile, et on se retrouve coincé. Donc les étoiles de spectre M, les plus froides dans le schéma que je vous ai montré juste avant, bah c'est pas non plus ce qui va bien, quoi, hein, c'est pas top. Hein. Et voilà, on se retrouve essentiellement avec des étoiles de spectre G et K. Alors qu'est-ce qui se passe pour elles? Ben, il y a un problème, c'est que la luminosité de ces étoiles, même pendant la phase de séquence principale, eh ben, elles grossissent très légèrement. Le Soleil grossit, devient un peu plus lumineux au cours du temps. Il prend 7% de luminosité en plus chaque milliard d'années. Alors ça, je vous ai parlé tout à l'heure des 0,95 là. C'est un petit peu comme si la Terre se rapprochait en quelque sorte, ça revient un peu au même. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans environ 1 milliard d'années, là, dans environ 1 milliard ou 1,5 milliard d'années, eh ben, le Soleil aura légèrement grossi, juste assez pour qu'on franchisse la mauvaise limite. Et là, à ce moment-là, les océans vont se mettre à bouillir, la vie disparaîtra de la Terre. Les chercheurs s'intéressent aux endroits où la planète va rester pendant longtemps avec des possibilités de vie. C'est ce qu'ils appellent la zone continuellement habitable. Au cours de la vie de l'étoile, la zone habitable se déplace légèrement vers l'extérieur. Et il faut rester dedans. Alors voilà quelques systèmes prometteurs. Voilà Kepler 62. Là, on se retrouve avec 2 planètes dans la zone habitable. Ça a l'air plutôt sympa. Ici, pour rappel, et à la même échelle, on a le système solaire. Donc vous voyez que c'est une étoile un peu plus petite par le fait que la zone habitable est plus proche de l'étoile. Alors, dans la plupart des cas que je vais vous montrer, ce sera pratiquement toujours des systèmes où l'étoile est plus proche, plus petite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est plus facile à détecter. Les planètes autour de ces étoiles assez légères sont plus faciles à détecter. Le système de Kepler 442 avec une planète en plein milieu, ça va impeccable. Gliese 667c avec 3 planètes dedans. Le système de Kepler 22 dans lequel on a une belle planète qui va bien, qui est plus grosse que la Terre, vous voyez. Là, elles sont représentées à l'échelle. Kepler 22b fait à peu près le double de la Terre. Bon. À vrai dire, on commence à en trouver pas mal, des systèmes qui vont bien. Voilà. Kepler 452 ici. Avec Kepler 186 qui est aussi mis à la même échelle. Tau-Ceti, je suis quand même un petit peu obligé de vous en parler parce que cette étoile-là, ça fait très longtemps, une bonne 50aine d'années. Comme c'est une étoile qui est très... c'est une des étoiles de type solaire les plus proches. Et donc ça fait longtemps qu'elle est surveillée. Ça a été une des premières à laquelle l'Institut SETI s'était intéressé quand ils ont fait leur recherche de signaux extraterrestres. C'est un grand classique. Et bien, il y a des planètes autour. Kepler 186 avait carrément défrayé la chronique au moment où elle a été découverte. Pourquoi? Eh bien parce que ça a été le premier exemplaire d'une planète relativement semblable à la Terre. Vous voyez, là, c'est mis à la même échelle. Alors évidemment, c'est une vue d'artiste. Hein. On n'a pas de photo de trucs comme ça. Donc c'est une planète qui est sensiblement de la même taille, située de manière très sympa. Regardez les titres qu'ils ont mis. Les scientifiques découvrent une autre Terre. Vivre sur Kepler 186f. Une exotère habitable. Donc vous voyez, carrément, on y va gaiement. Cette planète-là, c'est pourtant pas la mieux. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit tableau là. Vous verrez que c'est loin d'être la plus sympa. Mais vous voyez que déjà médiatiquement, c'est le déferlement sur un objet de ce genre. Trappiste 1. Alors Trappiste 1, ça c'est une découverte récente. Vous en avez certainement entendu parler. Il y a 3 planètes en pleine zone habitable. J'ai même vu des articles qui parlaient d'éventuels échanges de vie entre ces 3 planètes, voire des relations commerciales entre
entre d'éventuels extraterrestres qui seraient posés sur ces planètes-là. Enfin bon, là on y va, gaiement. Alors, ce système-là, il a une particularité, c'est qu'on y a trouvé quand même beaucoup de planètes. Ça va jusqu'à H, ça fait 7 planètes. C'était le record pendant jusqu'à très récemment, fin 2017. Quand on a confié, quand une découverte a été faite, alors là on ne peut pas mettre un nom de découvreur, parce que c'est sans intervention humaine, qu'une nouvelle planète a été découverte autour de l'étoile Kepler 90, une 8e planète, qui fait de ce système-là un système aussi riche en planètes que le nôtre. Alors quand je dis qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine, c'est qu'en fait, des courbes de lumière de l'étoile ont été confiées, c'est-à-dire les variations de l'éclat de l'étoile, ont été confiées à un logiciel d'intelligence artificielle. Et ce logiciel, il a regardé ça, et il a dit, tiens, c'est marrant, ça fait des vagues. Ah ben ces vagues, elles sont régulières. Ah ben tiens, d'ailleurs, non, c'est pas si régulier que ça, parce qu'il y a des petites variations dans les variations. Et c'est comme ça qu'il finit par trouver planète, et pouf, il en a trouvé une que les astronomes n'avaient pas vue. Il y en a, en fait, ce logiciel, il en a trouvé 2 comme ça. Et il y en a une notamment donc, autour du système Kepler 90. Trappiste 1, j'ai lu il y a 15 jours, un article qui disait que plusieurs planètes, il ne précisait pas lesquelles cet article, avaient de l'eau. Tiens, intéressant ça. Bon, vous voyez, en fait, là-dessus, on ne voit pas trop comment c'est fait, mais Trappiste 1 est une étoile nettement plus petite que le Soleil. Voilà. Alors, ça c'est un petit schéma qui date de mai 2016. Alors, mai 2016, ça veut dire que ça fait 2 ans. C'est une éternité à l'échelle où vont les découvertes. Faut le savoir. Donc, là, on a tout un tas de planètes. Ici, c'est la distance. Ici, c'est la température. Voilà, la Terre, pour donner l'exemple, elle est là. Donc, il y en a une, Kepler 452b, qui est un peu autour d'une étoile assez semblable au Soleil, et qui est juste un petit peu plus près que la Terre. Et puis là, c'est des planètes qui sont sous des étoiles plus froides, qui sont à la même distance, enfin, à la même énergie reçue, on va dire plutôt. Donc elles sont au bon endroit par rapport à la zone habitable et tout et tout. Vous voyez, ça commence à foisonner. On commence à en trouver pas mal de ces planètes. En fait, on en trouve plein. Avril 2018, 3800 exoplanètes confirmées. Alors, aujourd'hui, 18h, il y en avait 3969. Je suis allé voir. La plupart de ces planètes qui ont été découvertes sont trop près de leur étoile. Parce que celles-ci, si on les a trouvées, c'est surtout parce que comme elles sont très près de leur étoile, elles sont faciles à détecter. C'est ça. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de planètes qui sont proches de leur étoile. C'est pas forcément ça. C'est un biais d'observation. Là, celles-là, c'est celles qui sont dans la bonne zone. Et celles-là, c'est celles qui sont dans la zone trop froide. Et puis là, c'est celles qui sont très petites. Là, celles qui sont très grosses. Donc, on commence à avoir des candidates très sympas. Là, on se retrouve, voilà, ça c'est des super-terres, des terres et des planètes un peu plus petites que la Terre, alors qu'avec Mars en illustration, ça nous en fait 31 plus 21 plus 1, 53 dans ce schéma-là, qui sont intéressantes. 53 planètes potentiellement habitables. Là, ça commence à devenir sympa. Là, quand même, 4000 planètes, vous remarquerez une chose, c'est qu'avec 4000 planètes, c'est pas pareil que quand on en avait qu'une, quand on avait que la Terre. 4000 planètes, on peut commencer à faire des statistiques dessus. Et ça a son importance. Alors, voilà un petit tableau, j'en profite pour remercier les éditions RBA d'avoir accepté que je vous le traduise en français, déjà, et que je le mette ici. Et je remercie aussi Juan Antonio Aguilera Mochon de m'avoir envoyé son livre pour que je puisse l'inspecter. Donc, ici, bon là
c'est les planètes. Et ici, vous avez l'indice de similarité avec la Terre. Bon, évidemment, la Terre vaut 1, forcément, par définition. C'est une planète qui est 100% semblable à la Terre. Cette planète-là, par exemple, Kepler 296e, elle est 85% semblable à la Terre. Bon, ils ont construit un indice comme ça, pour voir quelles sont les planètes qui ressemblent le plus. Et il y a quand même des choses sympas. Pour fixer les idées, Mars à 0,66. C'est-à-dire que Kepler 62f, elle ressemble à la Terre à peu près autant que Mars. Voilà. Par contre, eh ben, peut-être que la Terre n'est pas optimale, je le disais tout à l'heure. Peut-être qu'une planète un peu plus grosse serait peut-être plus pratique pour arriver à mieux garder l'eau, pour avoir un champ magnétique un peu plus puissant, pour se protéger du rayonnement d'étoiles, etc., etc., qui veut dire que la Terre n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Les astronomes ont donc construit un autre indice, l'indice d'habitabilité pour les planètes à transit. Et surprise, la Terre 0,83 c'est bien, et là, pouf, on se retrouve avec 0,84. La planète Kepler 442b, vue des astronomes, est plus habitable que la Terre. Alors là, ça commence à devenir sérieux. Là, si on commence à trouver des planètes a priori plus habitables que la Terre, ça devient sympa. Alors, je vous ai parlé de planètes. Maintenant, les lunes. Peut-on avoir des lunes habitables? Parmi vous, je suppose qu'il y en a un bon paquet qui ont vu Pandora. La planète, enfin le satellite Pandora qui est... comment il s'appelait le film déjà, j'ai un trou. Avatar. Avatar, voilà. Alors Voilà, Avatar. Ouais, vous avez vu Avatar. Oui. Voilà. Bah, ça se passe, Avatar, c'est un film qui se passe sur un satellite d'une planète géante. Voilà. Alors, pourquoi n'aurait-on pas de la vie sur un satellite d'une planète qui serait plus ou moins bien placée? Ben, c'est possible. Alors voilà des exemples. Alors ici on a Europe. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a 2 fois plus d'eau sur Europe que sur la Terre. Ça c'est une couche de glace qu'on voit. Et en dessous c'est un vaste océan, d'une centaine de kilomètres de profondeur. De l'eau liquide. Encore plus drôle, l'eau liquide repose sur de la roche. On en a la preuve maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui baignent dans l'eau. De quoi nourrir des petits poissons, quoi, en clair. Donc si la vie s'est développée à cet endroit-là, eh ben, elle a de quoi se nourrir, etc. Peut-être qu'elle peut se développer. Il y a peut-être de la vie là-dessous. Exactement de la même façon que sous la croûte de glace d'Encelade, qu'on voit ici. Il y a de l'eau liquide là-dessous. C'est même encore plus amusant. Encelade, alors on ne le voit pas sur cette illustration, mais il y a carrément des geysers d'eau. Ça a été une des découvertes les plus importantes de la sonde Cassini. Il y a beaucoup d'eau là-dedans aussi, et là aussi l'eau est en contact avec la roche. Ce qui n'est pas le cas, a priori, pour Ganymède, qui est ici, et pour Callisto. Alors ils ne sont pas à l'échelle, encore une fois. Alors ça, c'est les satellites. Donc ces trois-là, Ganymède, Callisto et Europe, sont des satellites de Jupiter, qui se trouvent trop loin du Soleil a priori. Pourtant, on a de l'eau liquide. D'où ça vient? Eh bien, de l'énergie générée par les forces de marée. Et Saturne possède le satellite Encelade. Donc là aussi, c'est trop loin tout ça, hein. C'est beaucoup trop loin. Normalement. Mais là encore, on se retrouve avec de l'eau liquide, grâce aux forces de marée. Il va falloir trouver maintenant des lunes autour de planètes qu'on a trouvées autour d'autres étoiles. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais on tient peut-être la première. La première qui serait donc Kepler 1625b, qui est une très très grosse planète. 10 fois la masse de Jupiter, c'est-à-dire grosso modo 3200 fois la masse de la Terre. Grosso modo. Et qui aurait un satellite qui ferait à peu près 20 fois la masse de la Terre. Alors pour le moment, on est sûr qu'il y a un objet autour de ce truc, de cet objet-là. C'est la nature planétaire de ce truc-là, on ne sait pas encore vraiment si c'est une planète ou si c'est une naine brune, mais s'il devait s'avérer que c'est vraiment une planète, on aurait trouvé la première lune, la première exolune.
Donc ça, c'est possible. Bon. Et bien à partir du moment où c'est possible, ben là, on va pouvoir commencer à broder. Henri Draper, vous vous rappelez? Donc, HD 28185 est une étoile de type très semblable au Soleil, qui a une planète géante qu'on voit ici sur l'illustration, une planète donc, pour laquelle on a mis le petit b. Et cette planète-là, on ne sait pas si elle a des satellites ou pas. Mais c'est une planète géante. Et les planètes géantes chez nous, elles ont toutes beaucoup de satellites. Alors là, ça devient intéressant. Parce qu'on se retrouverait avec des satellites, éventuellement rocheux. Enfin, non, logiquement, c'est rocheux. On n'a jamais trouvé de satellite qui ne soit pas rocheux. Et donc, ce satellite se trouverait en pleine zone habitable, lui. Et donc là, ça devient vraiment prometteur. Là, ça devient vraiment sympa. Et on pourrait presque dire que ça devient un peu plus probable qu'une planète même, parce que ce satellite ici, là, qu'on voit ici dans l'illustration, eh ben, il est protégé par le champ magnétique de sa planète. Donc là, on commence à tenir un concept intéressant. On n'a pas encore le satellite, on n'a pas encore les trucs, mais là, il ne faut pas négliger ce genre de planète-là, bien qu'elle soit géante. Alors, vous me direz, un beau ciel bleu, une grosse planète, et puis là on voit carrément des arbres, qu'est-ce que c'est que ce truc délirant? Donc il faut quand même savoir que cette illustration-là, elle est le tampon de la NASA. Ah oui, oui, c'est pas n'importe quoi, c'est plausible à partir de ce que l'on sait de cette planète. Voilà. C'est plausible. Donc ça, c'est estampillé NASA. Hein. Donc cette possibilité est clairement envisagée. Moyennant tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut avoir de la vie sur les satellites, on peut avoir de la vie non seulement dans la zone habitable en surface, qui est là en vert, mais on peut en avoir plus loin, à partir du moment où l'énergie qui manque, qu'on reçoit peu vraiment du Soleil, peut parvenir quand même jusqu'à nos molécules d'eau pour les rendre liquides, grâce à des effets de marée ou des choses comme ça. Et ça, c'est possible au-delà de la zone habitable. On peut très bien l'avoir. Donc, la zone habitable telle qu'elle est présentée médiatiquement, c'est une facette de la réalité. Seulement une facette de la réalité possible. On sous-estime de beaucoup les possibilités de la vie. Alors, il y a un problème. Pour qu'une étoile ait des planètes habitables, il faut déjà qu'elle ait des planètes. Ça, c'est pas une banalité. C'est pas une banalité. Alors, ce schéma, il est un petit peu... il paraît un peu abscon comme ça. Ça, c'est la concentration en fer par rapport à l'hydrogène, rapporté à celui du Soleil, et l'échelle est logarithmique. Maintenant que je vous ai parlé chinois, je vous traduis ça en français. Tant qu'on est ici, l'étoile a la même quantité de fer que le Soleil. Quand elle est là, elle en a 10 fois moins. Et là, donc c'est à peu près 3 fois moins, et là, 3 fois plus. Ces chercheurs-là, Fischer et Valenti, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un échantillon d'étoiles, regardé si elles avaient des planètes autour, et ils en ont trouvé uniquement sur les planètes, autour des étoiles qui ont au moins 3 fois moins de fer que le Soleil. Celles qui ont moins que 3 fois moins de fer que le Soleil n'arrivent pas à former de planète. Ça, c'est curieux. Eh bien, ça s'explique dans les modèles. En fait, il y a besoin d'une certaine métallicité. Pas trop, apparemment, parce que si on en fait trop, les objets qui tournent autour de l'étoile sont trop gros et ne sont pas des planètes. On obtient des naines brunes, des étoiles donc multiples, hein, on se retrouve comme ça. Mais quand on est dans la bonne zone, on peut former des planètes. Donc il faut une bonne métallicité, une bonne quantité d'éléments comme le fer. Parce que là, le fer, il est juste pris à titre, générique. Encore une vacherie. Alors, je vous explique ce petit schéma-là. En bas, ce sont les étoiles qui se sont formées il y a très longtemps. Et là, c'est les étoiles qui se forment maintenant. Quand on est à droite du schéma, on est très loin du centre de la galaxie. Et quand on est par là, on est très proche du centre de la galaxie. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si jamais une étoile s'est formée avec des planètes autour, etc., tout proche du centre de la galaxie il y a 10 milliards d'années. On est ici, là où c'est marqué trop de supernova. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Eh bien, il y a 10 milliards d'années, près du centre de la galaxie, il y avait beaucoup trop de supernovas, et l'énergie de l'explosion de ces supernovas a balayé les planètes. Et on ne va pas pouvoir trouver de la vie là-dessus. Ça ne va pas être faisable. Si on prend toujours des étoiles qui se sont formées il y a très très longtemps comme ça, mais qui se sont formées beaucoup plus loin du centre, on se retrouve à un endroit où il n'y a pas assez de métaux. Donc ce sont des planètes, des étoiles qui n'arrivent pas à former de planètes. Et pourquoi il n'y a pas de métaux ici? Tout simplement parce que c'est les supernovas qui les forment, ces métaux, qui les éjectent dans l'espace. Les étoiles géantes fabriquent ces fameux métaux. Et quand elles explosent, elles dispersent ça dans l'espace. Et là, elles n'ont pas le temps de le faire, tout simplement. Donc ici, ce sont des étoiles trop pauvres en métaux, elles ne forment pas de planète. Et là, quand on est ici, par exemple, très proche du centre de la galaxie, avec une formation récente, et bien au contraire, il y a trop de métaux, et du coup, les objets n'arrivent pas à être des planètes, les objets qui se forment. Donc du coup, ça ne marche pas non plus. Donc il y a, on va dire, une zone qui est un petit peu optimale là, dans tout ça. Il faut être au bon endroit par rapport au centre de la galaxie, à la bonne distance. Donc là, vous voyez, c'est à peu près 30 000 années-lumière. Et là, c'est à peu près 15 000. Et s'être formé il y a, en gros, entre 3 et 8 milliards d'années. Ben là, quand on s'est formé à cet endroit-là, il y a le bon nombre d'années, on a la bonne quantité de métaux pour fabriquer des planètes. Alors évidemment, ce schéma, il n'est pas très engageant comme ça, mais il a une conséquence. C'est ça. Il ne faut pas être trop près du centre de la galaxie. Il ne faut pas être trop loin non plus. Voilà la zone en vert dans laquelle les étoiles ont a priori la bonne métallicité pour arriver à fabriquer des planètes. Voilà comment ça se présente. Et cette zone en vert, on peut faire des statistiques dessus, comme je vous disais tout à l'heure. On en a trouvé 4000 des planètes, on peut commencer à voir quelle est la probabilité pour une étoile donnée de former une planète qui va bien au bon endroit, etc. etc. Et ce calcul de probabilité, il donne ça. 10 milliards de planètes rocheuses en zone habitable. 10 milliards dans notre galaxie de planètes rocheuses en zone habitable. Vous vous rendez compte de ce chiffre? C'est assez énorme. Pour vous donner une idée, si ces planètes-là ont une chance sur 1 milliard de donner de la vie, chacune, une chance sur 1 milliard, ce qui me paraît plutôt pessimiste, on n'aurait déjà plus qu'une chance sur 25 000 d'être seul dans la galaxie. Déjà. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur ces questions, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le vois bien, je le sens plutôt bien, ça. Alors par contre, une chose, au passage, 10 milliards de planètes, avec 2% de croissance. 2% de croissance, ces 10 milliards de planètes de la galaxie cesseront de suffire aux besoins de l'humanité dans 1000 ans. Donc d'ici 1000 ans, il faut qu'on soit capable d'aller coloniser des étoiles dans d'autres galaxies. Vous voyez ce que je veux dire, Avec 2% de croissance. Parlez-en à un économiste, il va vous rire au nez. Il va vous dire, mais 2%, on ne réserve pas le chômage avec ça. Une chose importante quand même aussi là-dessus, c'est que tout le long, je vous ai parlé de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Et je vous ai expliqué pourquoi au départ, c'est parce que tout simplement, on n'a pas d'autre système, on ne sait pas. Mais même sur Terre, la vie est extrêmement variée, à un point que nous qui ne sommes pas biologistes, parce que je ne crois pas qu'il y ait de biologistes dans la salle, nous sommes capables d'appréhender réellement. Un extraterrestre éventuel peut être tellement différent de nous. Vous voyez, regardez, sur cette échelle du vivant global, les animaux, les plantes, les champignons sont très voisins. Peut-être que pour ce savant extraterrestre qui viendrait explorer la Terre, on serait très difficile, il aurait beaucoup de mal à faire la différence entre nous et une fougère. Tellement il serait différent de nous. Alors c'est pour ça que quand vous voyez des Roswell, avec 2 bras, 2 jambes, éventuellement 5 doigts, et des trous de nez, 2 yeux, et tout,
Moi, je crois que vous pouvez carrément éclater de rire parce qu'il y a des chances que ce soit absolument, mais radicalement différent de ça. Radicalement différent. Et si jamais ça l'est pas, c'est que peut-être on tient un schéma universel. La vie est extrêmement variée, il ne faudra surtout pas oublier ce truc-là, cette réalité-là. Parce qu'un jour, on va en trouver de la vie, mais ça va peut-être prendre du temps, et elle est peut-être sous nos yeux. Et on ne sait pas, et on ne sait pas la reconnaître. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci. Merci.